Bonjour à tous et bienvenue à cette grande édition. À la une de l'actualité. Religion, les autorités ougandaises consacrent la nation à Jésus. Sénégal, après 10 ans de travaux, Dakar se dote d'un nouvel aéroport. Et puis en football, Cristiano Ronaldo remporte un 5e ballon d'or. Représentant le président de l'Ouganda lors d'une caravane d'évangélisation, le ministre de l'Agriculture a fait une déclaration dans laquelle il reconnaît Jésus-Christ et transmet l'autorité de son pays à Dieu. Ibo Marius pour le commentaire. L'Ouganda appartient à Jésus. C'est avec cette déclaration que le pasteur brésilien Joel Engel a commencé son ministère lors d'un service tenu le dimanche 3 décembre dernier au stade national Mandela à Kampala, la capitale de l'Ouganda, mettant l'accent sur l'importance d'honorer les autorités établies par Dieu. Le pasteur Engel a affirmé que Dieu a un plan spécial pour l'Ouganda et a encouragé le peuple à valoriser cette terre qui est la leur. Le pasteur Engel a par ailleurs présenté le président de la République ougandaise Yoweri Museveni comme un homme au grand cœur. En effet, dans les années passées, les présidents de cette nation ont livré le pays à Satan. Satan a presque détruit le pays par la maladie, la misère et la pauvreté, asservissant cette nation, a-t-il déclaré. Aujourd'hui, un acte prophétique a été posé par les autorités de la nation qui accepte de la donner à Dieu, a déclaré le pasteur Joel Engel. Pour terminer, le pasteur Engel a déclaré que l'Ouganda est comme une personne spirituelle pour Dieu, tout comme nous, en tant que personnes, donnons notre vie à Jésus. La nation doit aussi s'abandonner à Jésus parce que Dieu a donné l'autorité au président pour dominer sur la nation. Et quand Dieu veut entrer dans la nation, il doit frapper à la porte du président. Dieu veut entrer en Ouganda aujourd'hui et demande la permission du président parce que Dieu respecte les autorités, a-t-il ajouté. Dans le cadre du Forum Africa 2017, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara est arrivé en Égypte où se tiendra cette rencontre. Il a été reçu par son homologue égyptien Fattah al-Sisi. Jean-Jacques Denis. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce jeudi 7 décembre 2017 à Sharm el-Sheikh pour prendre part au Forum Africa 2017. Pour le président ivoirien Alassane Ouattara, ce forum contribuera au renforcement de la coopération sud-sud et au développement des relations économiques et politiques entre l'Égypte et les autres pays du continent africain. Le président Alassane Ouattara a ensuite souligné sa volonté de mettre en exergue au cours de ce forum la forte croissance économique et les opportunités d'affaires qu'offre la Côte d'Ivoire. Il a en outre invité les hommes d'affaires ivoiriens à se rendre en Égypte pour nouer des partenariats et chercher des nouveaux marchés. Pour terminer, le président de la République a annoncé des rencontres avec ses homologues chefs d'État présents à ce forum pour évoquer les conclusions et les recommandations du sommet Union africaine-Union européenne qui a connu un grand succès. Notons que la cérémonie d'ouverture du Forum Africa 2017 se tiendra le vendredi 8 décembre 2017 au centre de conférence de Sharm el-Sheikh. À l'approche des fêtes de fin d'année, le marché ivoirien est souvent en manque de produits vivriers. Cette situation entraîne une hausse du coût de ces produits. À cet effet, le ministre ivoirien Souleymane Diarra s'assure de la disponibilité et du prix des produits vivriers. Nadia Eonoud. Les fêtes de fin d'année sont proches et les produits vivriers sur le marché en Côte d'Ivoire deviennent de plus en plus indisponibles. Les consommateurs se plaignent de cette situation qui entraîne une hausse de coût de ces produits dont la consommation est incontournable dans le quotidien des populations ivoiriennes. Pour s'assurer de leur disponibilité et surtout de leur coût, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra s'est rendu le jeudi 7 décembre 2017 au marché Gouro d'Adjamena
réclamée. Au cours de la visite, le ministre a échangé avec plusieurs commerçantes de produits vivriers pour s'assurer de la disponibilité des produits en quantité suffisante sur le marché. Le ministre a relevé par ailleurs l'importance pour les jeunes de Côte d'Ivoire de s'intéresser au commerce qui représente l'un des piliers essentiels de l'économie nationale. Il les exhorta à tourner le dos à l'immigration clandestine qui fait de plus en plus du mal à de nombreuses familles à travers l'Afrique. Le mercredi 6 décembre 2017 à Dakar, au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO en abrégé, s'est tenue la réunion du comité de politique monétaire de la dite institution. Plus de détails avec Nadia Eonoud. Selon les prévisions du comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le taux de croissance dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour l'année 2017 est attendu à 6,7%. Ce taux de croissance projeté pour l'année 2017 est une hausse constante comparativement aux années 2016 et 2015 où la croissance s'établissait respectivement à 6,6% et 6,2%. Également, le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a constaté le maintien du dynamisme de l'activité au troisième trimestre de l'année 2017. Lors du trimestre précédent, concernant le taux d'inflation, il s'établit à 1,2% au troisième trimestre de l'année contre 0,1%. Selon le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, aux États-Unis, dans la zone euro et dans certains pays émergents, le CPM a relevé le raffermissement de l'activité économique à l'échelle mondiale au troisième trimestre de 2017. Au terme de cette réunion, le comité de politique monétaire a décidé de maintenir inchangés les taux d'intérêt minimum de soumission aux opérations d'appel d'offres, d'injection de liquidités et le taux d'intérêt du guichet de prêt marginal, respectivement à 2,50% et à 4,50%. Comme mentionné dans le sommet, le Sénégal a inauguré jeudi son nouvel aéroport international, un projet porté depuis 10 ans par 2 présidents successifs. Dakar souhaite en faire une plaque tournante en Afrique et un moteur de son développement économique. Ibo Marius. Après 10 ans de travaux et 2 mandats présidentiels, le nouvel aéroport de Dakar est enfin sorti de terre. Le président sénégalais Macky Sall a inauguré ce jeudi 7 décembre 2017 l'aéroport international Blaise Diagne situé à Dias, à 47 km au sud-est de la capitale. Le pays souhaite en faire une plaque tournante en Afrique et un moteur de son développement économique. Les présidents gambiens Adama Barrow, bissau-guinéen José Mario Vaz et gabonais Ali Bongo étaient présents. L'aéroport qui porte le nom du premier député africain élu au Parlement français remplace l'aéroport international Léopold Sédar Senghor en proche banlieue de la capitale. Ce dernier en fonction depuis plus de 70 ans et dont les vols passent au-dessus des quartiers très peuplés sera reconverti en aéroport militaire à partir de vendredi. Mais cet investissement s'est avéré bien plus cher et long que prévu. Estimé en 2007 à moins de 200 milliards de francs CFA, la construction aura finalement coûté plus du double, soit 424 milliards de francs CFA. Tous les types d'avions, y compris les imposants A380, pourront y atterrir. À partir de l'aéroport international Blaise Diagne, les touristes pourront facilement, grâce à l'autoroute, se rendre dans les stations balnéaires réputées de la Petite Côte au sud-ouest de Dakar comme Sali et Popenguine. En revanche, en sortir ou y accéder depuis la capitale risque de se révéler nettement plus compliqué et plus cher. Risque de bouchons, tarifs élevés de taxis, système de navettes de bus pas encore rodé. Les Dakarois craignent des débuts difficiles
difficile. Reste que pour réellement s'affirmer comme hub africain, le Sénégal devra se doter d'une compagnie aérienne nationale. Née officiellement après la faillite de Sénégal Airlines en avril 2016, Air Sénégal ne devrait pas obtenir ses licences internationales indispensables au démarrage de ses activités commerciales avant début 2018. Le président français Emmanuel Macron était au Qatar pour une courte visite au cours de laquelle il a évoqué la lutte contre le terrorisme, la crise au Moyen-Orient et dans le Golfe et signé quelques contrats. Martial Kouassi pour le compte-rendu. La visite du président français Emmanuel Macron au Qatar intervient au lendemain des décisions annoncées par le président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël et de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv vers cette ville. À Doha, le président français avait pour objectif de rappeler l'importance de coopérer dans la lutte contre le terrorisme. Une déclaration d'intention en ce sens a donc été signée. Emmanuel Macron a également abordé le dossier du financement du terrorisme et de la lutte contre la radicalisation qu'il avait déjà soulevé lors de sa tournée ainsi que lors d'une visite aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite. Il avait en effet déjà annoncé lors du sommet Europe-Afrique d'Abidjan qu'il demanderait au Qatar de ne plus financer en France de fondations ou d'écoles encourageant l'islam radical. Au Qatar, il a eu un entretien avec le jeune émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, qu'il avait reçu à Paris en septembre avant une conférence de presse conjointe. Macron compte organiser depuis 2018 à Paris une conférence internationale sur le financement du terrorisme. Depuis le début du boycott du Qatar par ses voisins du Golfe en juin, Paris n'a pas choisi de camp, mais a appelé au dialogue et soutenu la médiation koweïtienne. À l'occasion de sa visite au Qatar, le président français Emmanuel Macron a signé jeudi plusieurs contrats avec le jeune émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, portant notamment sur l'achat de 12 avions de combat Rafale, 50 Airbus et 490 véhicules blindés. Sur le plan purement commercial, la visite d'Emmanuel Macron au Qatar n'aura pas été vaine. Il a signé des contrats d'une valeur de près de 12 milliards d'euros. Des milliers de Palestiniens sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère après la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par le président américain. Ce vendredi est aussi une journée sous tension. C'est un vendredi sous haute tension attendu en territoire palestinien en ce jour de prière. Au lendemain des violents heurts qui ont éclaté dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, des voix devraient à nouveau s'élever contre la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Les regards sont tournés vers l'esplanade des mosquées. Le Hamas a appelé à une nouvelle intifada, une initiative soutenue par le Hezbollah. Nous soutenons cet appel à une nouvelle intifada palestinienne. Avec la progression du travail de résistance, c'est ainsi que les Palestiniens se voient à l'intérieur de la Palestine. Elle est la réponse la plus massive, la plus importante et la plus sérieuse à la décision américaine. Une colère qui dépasse largement les territoires palestiniens. Le chef du Hezbollah a appelé tous les pays arabes à rompre leurs relations avec Israël et à mettre un terme au processus de paix. Des manifestations sont prévues aujourd'hui dans plusieurs pays, notamment en Turquie. Le gouvernement jordanien dénonce une violation du droit international. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit aussi se réunir ce vendredi en urgence. Les négociations entre la Commission européenne et le Royaume-Uni vont bon train autour de la question du Brexit. Une réunion se tient ce vendredi 8 décembre afin de parapher les conditions du divorce. Bruxelles et Londres ont trouvé un premier accord sur les termes de leur divorce. Les événements se sont accélérés cette semaine jusqu'à la rencontre ce matin à Bruxelles entre la première ministre britannique Theresa May et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Sur la base du mandat qui m'a été donné par le Conseil européen, la Commission a décidé de recommander au Conseil que des progrès suffisants avaient été faits dans les stricts termes du divorce. Après le feu vert des 27 États membres de l'UE, les travaux de la deuxième phase de la négociation consacrée à la future relation entre Londres et Bruxelles vont pouvoir débuter.
Je salue la perspective d'avancer vers la prochaine phase de négociation à propos du commerce et de la sécurité, pour discuter de nos futures relations positives et ambitieuses dans l'intérêt de tous. J'ai toujours dit que nous voulions construire un partenariat approfondi et spécial avec l'Union européenne, tout en appliquant la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne en mars 2019. 3 points faisaient débat lors de cette première phase. Les droits des citoyens européens et britanniques après le Brexit, le règlement financier du divorce et la question de la frontière nord-irlandaise. Nous garantirons qu'il n'y aura pas de frontière dure avec l'Irlande, a affirmé haut et fort Madame May. Terminons cette grande édition en sport. Le footballeur international Cristiano Ronaldo, 32 ans, a été sacré Ballon d'Or pour la 5e fois de sa carrière ce jeudi 7 décembre 2017 à Paris, égalisant le record de l'Argentin Lionel Messi. Freddy Soundé. Sans surprise, le Portugais Cristiano Ronaldo a été désigné Ballon d'Or 2017. La star du Real de Madrid, Cristiano Ronaldo, a remporté jeudi le Ballon d'Or 2017. Un 5e sacre pour le Portugais qui rejoint ainsi son rival argentin Lionel Messi au palmarès. Même le petit coup de mou de cette dernière semaine n'aura pas eu raison de l'inévitable. Son 5e au regard d'une année faste qui le voit ainsi rejoindre son illustre rival argentin Lionel Messi au palmarès de la prestigieuse distinction. Il devance un trio lui aussi prévisible au classement puisque Messi FC Barcelone et Neymar PSG complètent le tiercé. Gianluigi Buffon, le gardien de l'Italie et de la Juventus de Turin, échoue pour sa part au pied du podium. Record après record et irrésistible. En 2017, l'ailier rapide et puissant de 1m85 et de 80 kg, habile des 2 pieds comme de la tête, est devenu le meilleur buteur absolu de l'histoire du Real de Madrid, de la Ligue des Champions et de la sélection portugaise. Aussi fort en club qu'avec le Portugal, avec une nouvelle Ligue des Champions avec le Real de Madrid décroché au printemps. Avant cette consécration ultime, plus tôt dans l'année, Cristiano Ronaldo avait déjà décroché sans surprise le titre de joueur UEFA de l'année 2016-2017 et celui de joueur FIFA 2017 de l'année. C'est la fin de cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur La Voix Sainte TV.